Crime et châtiment par Dostoïevski. Partie 20 du livre audio. Chapitre 6 de la partie 6 du roman. Toute cette fin de journée, jusqu'à 10 heures, il la passa dans divers bouges et tavernes, allant de l'un à l'autre. Il tomba quelque part sur Katia, qui lui chanta, de nouveau, une autre chanson de valet, qui célébrait l'exploit d'un coquin et tyran qui se mit à embrasser Katia. Svidrigaïlov abreuva Katia et le joueur d'orgue de Barbarie, ainsi que les chansonniers, les laquais et deux pitoyables scribes. Il avait lié conversation avec ceux-ci parce qu'ils avaient tous deux le nez de travers. Chez l'un, le nez partait vers la droite, chez l'autre, vers la gauche. Cela avait frappé Svidrigaïlov. Ils l'entraînèrent enfin dans un parc d'attractions, dont il leur paya l'entrée. Ce jardin comportait un chétif sapin et 3 buissons. En outre, on y avait construit un veau hall, qui n'était en réalité qu'une taverne. On pouvait y obtenir du thé, et il y avait là quelques tables vertes et quelques chaises. Un chœur de mauvais chansonniers et un munichois vêtu en paillasse, pourvu d'un nez rouge, semblant d'ailleurs extrêmement abattu, amusait le public. Les scribes se querellèrent avec des collègues et furent sur le point d'en venir aux mains. Svidrigaïlov fut choisi comme juge. Il les écouta un quart d'heure, mais ils criaient tellement qu'il n'y avait pas la moindre possibilité d'entendre quelque chose. La version la plus probable était que l'un d'eux avait volé quelque chose et avait réussi à le vendre à un juif qui se trouva être là, mais ne voulut pas partager l'argent avec ses camarades. On découvrit enfin que l'objet était une cuillère à thé en argent appartenant au veau hall. On avait remarqué le vol et l'affaire menaçait de s'envenimer. Svidrigaïlov, pour apaiser le conflit, paya la cuillère, se leva et sortit du parc. Il était près de 10 heures. Il n'avait pas bu une goutte de vin, s'étant borné à commander du thé, plutôt pour se conformer aux usages que par soif. La soirée était étouffante et le ciel était sombre. Vers 10 heures, des nuages s'amoncelèrent, menaçants. Un coup de tonnerre éclata et la pluie se mit à crépiter. L'eau ne tombait pas en gouttes, mais en véritables filets qui, semblait-il, cravachaient le sol. Les éclairs brillaient à chaque minute, et l'on pouvait bien compter jusqu'à 5 avant que l'obscurité revînt après chacun d'eux. Svidrigaïlov rentra chez lui, complètement transpercé. Il s'enferma, ouvrit son bureau, prit tout son argent et déchira 2 ou 3 papiers. Ayant fourré l'argent en poche, il voulut changer de vêtements, mais après avoir jeté un coup d'œil par la fenêtre et écouté un instant l'orage et le crépitement de la pluie, il fit un geste de la main, prit son chapeau et sortit sans fermer son appartement à clé. Il alla droit chez Sonia. Celle-ci était chez elle. Elle n'était pas seule. Les 4 petits-enfants de Kapernaoumov se trouvaient autour d'elle. Sofia Semyonovna leur faisait boire du thé. Elle reçut Svidrigaïlov silencieusement et avec déférence, jeta un coup d'œil étonné à ses vêtements mouillés, mais ne dit mot. Quant aux enfants, ils s'étaient sauvés, en proie à une terreur indescriptible. Svidrigaïlov s'assit près de la table et pria Sonia de s'asseoir à côté de lui. Elle s'apprêta timidement à l'écouter. « Je vais vraisemblablement partir, pour l'Amérique. Sofia Semyonovna, dit Svidrigaïlov. Et comme nous nous voyons sans doute pour la dernière fois, je suis venu prendre quelques derniers arrangements. Alors, avez-vous rencontré cette dame aujourd'hui ? Je sais ce qu'elle vous a dit. Ce n'est pas la peine de me le répéter. Sonia fit un mouvement et rougit. Ces gens-là ont leur manie. En ce qui concerne vos sœurs et votre petit frère, ils sont vraiment à l'abri, et l'argent qui leur revient a déjà été déposé par moi, contre reçu, en main sûre. D'ailleurs, gardez ce reçu. On ne sait jamais. Voici, prenez-le. Bon, ceci est réglé. Voici 3 obligations à 5%, pour un montant total de 3000 roubles. Prenez-les pour vous, en toute propriété, et que cela reste entre nous.
Que personne n'en sache rien, quoi que vous appreniez. Par après, elles vous seront utiles parce que, Sofia Semyonovna, c'est mal de continuer à vivre ainsi. Et puis, c'est devenu inutile. Vous m'avez comblé de vos bienfaits, moi, les orphelins et la défunte, se hâta de dire Sonia. Et si je vous ai si peu remercié jusqu'ici, ne prenez pas cela, voyons, laissons ça. Je vous suis très reconnaissante, Arkady Ivanovitch, mais je n'ai plus besoin de cet argent maintenant. Je saurai toujours subvenir à mes propres besoins. Ne prenez pas cela pour de l'ingratitude. Puisque vous êtes si généreux, cet argent, vous pourriez le donner à vous, Sofia Semyonovna. Et je vous en prie, inutile d'en parler davantage, car je n'ai pas le temps. Il vous sera utile. Rodion Romanovitch se trouve devant l'alternative suivante. Une balle dans la tête ou bien la Sibérie. Sonia lui jeta un regard épouvanté et se mit à trembler. « Ne vous inquiétez pas. J'ai tout appris de lui-même et je ne suis pas bavard. Je ne le dirai à personne. Vous avez bien fait, l'autre fois, de le pousser à se dénoncer. C'est beaucoup plus avantageux pour lui. Et s'il doit partir en Sibérie, vous le suivrez, n'est-ce pas? C'est ainsi. C'est bien ainsi. Et dans ce cas, l'argent vous viendra bien à point. Pour lui, vous comprenez? Vous le donnez revient à le lui donner. En outre, vous avez promis de payer la dette à Amalia Ivanovna. Je l'ai entendu. Pourquoi, Sofia Semyonovna, vous engagez-vous, sans réfléchir, à de pareilles obligations? C'est Katerina Ivanovna, et non pas vous, qui devez de l'argent à cette Allemande. Alors vous auriez dû l'envoyer au diable. Ce n'est pas ainsi que l'on parvient à joindre les deux bouts dans la vie. Bon, si l'on vous demandait, demain ou après-demain, quelque chose à mon sujet, et on vous le demandera certainement. Eh bien, ne dites rien à propos de ma visite. Ne mentionnez pas l'argent, ne le montrez pas, et ne dites à personne que je vous l'ai donné. Bon, et maintenant, au revoir. Il se leva. Saluez Rodion Romanovitch de ma part. À propos, remettez plutôt l'argent à M. Razumikine, jusqu'à ce que le temps vienne de s'en servir. Vous connaissez M. Razumikine? Évidemment. C'est un garçon qui est très bien. Portez-lui l'argent demain. Ou quand viendra le moment. En attendant, cachez-le le mieux possible. Sonia s'était également levée d'un mouvement vif et le regardait, effrayée. Elle avait terriblement envie de dire, de demander quelque chose, mais elle ne sut pendant les premiers moments par où commencer. Comment allez-vous partir par une pluie pareille? Mais quoi? S'apprêter à partir en Amérique et avoir peur de la pluie? Hé hé. Adieu, chère Sofia Semyonovna. Vivez, vivez longtemps. Les autres ont besoin de vous. À propos, dites à M. Razumikine que je le salue. Dites bien ainsi. Arkady Ivanovitch Svidrigaïlov vous salue. Ne l'oubliez surtout pas. Il sortit en laissant Sonia stupéfaite, effrayée et oppressée par un sombre et vague pressentiment. On apprit par la suite qu'il fit, dans la même soirée, une autre visite fort inattendue et extraordinaire. Il arriva à 11h20, tout trempé, chez sa fiancée qui habitait, avec ses parents, dans un petit appartement perspective Mali, île Vassilievski. Il eut peine à se faire ouvrir et son arrivée produisit une agitation considérable. Mais Arkady Ivanovitch eut des façons tellement séduisantes que la supposition, du reste fort astucieuse, que les raisonnables parents de la fiancée avaient faite, à savoir qu'Arkady Ivanovitch s'était probablement déjà saoulé quelque part jusqu'à en perdre l'esprit, tomba d'elle-même. La raisonnable et compatissante mère de la fiancée roula le fauteuil du père impotent dans la pièce où se trouvait Arkady Ivanovitch et, selon son habitude, se lança dans des considérations lointaines. Cette femme ne posait jamais de questions directes. Elle mettait d'abord en ligne des sourires, des frottements de mains, et ensuite, s'il lui fallait absolument apprendre quelque chose, par exemple, quand il plairait à Arkady Ivanovitch de célébrer les noces,
Elle commençait par poser des questions curieuses et presque avides sur Paris et la vie de cour de là-bas, pour en arriver, progressivement, à l'île Vassilievski. En un autre moment, ce procédé aurait inspiré, évidemment, bien de la considération. Mais cette fois-ci, il se trouva qu'Arkady Ivanovitch était particulièrement impatient, et il coupa court au discours d'approche en déclarant qu'il voulait voir la fiancée au plus vite, quoiqu'on lui eût annoncé dès le début que celle-ci était déjà au lit. Bien entendu, la fiancée ne manqua pas de paraître. Arkady Ivanovitch lui déclara directement qu'il devait s'absenter de Pétersbourg pour un certain temps, pour des motifs fort sérieux, et que, pour cette raison, il lui apportait 15 000 roubles, valeur argent, sous forme de diverses obligations dont il lui faisait don, parce qu'il voulait, depuis longtemps, lui faire cadeau de cette bagatelle. Ces explications ne mirent nullement en lumière le lien logique entre le cadeau, le départ et la nécessité pour lui de venir vers minuit et par la pluie. Néanmoins, l'affaire s'arrangea sans heurts. Même les indispensables gémissements, questions et étonnements furent particulièrement modérés et contenus. En revanche, le sentiment de reconnaissance ne se fit pas faute de se manifester chaleureusement et fut même renforcé par les larmes de la très raisonnable mère. Arkady Ivanovitch se leva, se mit à rire, donna un baiser à sa fiancée, lui tapota la joue, répéta qu'il reviendrait bientôt, et, ayant remarqué dans ses yeux, en plus d'une curiosité toute enfantine, une interrogation silencieuse et grave, il réfléchit un instant, l'embrassa une seconde fois et pensa immédiatement combien il était regrettable que son cadeau allait être tout de suite mis sous clé par la plus raisonnable des mères. Il sortit, les laissant tous dans la plus intense agitation. Mais la mère, compatissante, chuchotant rapidement, eut au fait de résoudre certaines questions qui les rendaient perplexes. Elle mit notamment en lumière qu'Arkady Ivanovitch était un homme important, un homme pourvu de relations et ayant des affaires, un Richard. Dieu sait ce qu'il avait en tête. Il décide de partir et il part. Il décide de donner de l'argent et il le donne. Aussi était-il inutile de s'étonner. Il était évidemment étrange qu'il vînt tout tremper, mais les Anglais, par exemple, sont encore plus excentriques. Et puis tous ces gens de la haute société ne tiennent pas compte de ce qu'on peut dire d'eux. Ils n'ont pas l'habitude de faire des façons. Peut-être est-il venu comme ça, expressément, pour montrer qu'il n'a peur de personne. Mais surtout, il n'en faut rien dire à qui que ce soit, car Dieu sait ce qui peut encore arriver. Il faut mettre au plus vite l'argent sous clé et, évidemment, le meilleur de l'histoire, c'est que Fédosia, la servante, était restée dans sa cuisine et, surtout, il ne faut à aucun prix, parler de cela à cette fine mouche de Reslich, etc., etc. Ils restèrent à chuchoter jusqu'aux environs de 2 heures. La fiancée, du reste, était allée se recoucher beaucoup plus tôt, étonnée et quelque peu attristée. Dans l'entretemps, Svidrigaïlov était arrivé au pont K, qu'il traversa à minuit précise dans la direction de la ville. La pluie avait cessé, mais le vent soufflait toujours. Il commençait à frissonner et il jeta, un instant, avec une curiosité spéciale, un coup d'œil à l'eau noire de la petite Neva. Mais il lui parut bientôt que la proximité de l'eau lui donnait froid. Il se détourna et s'engagea dans la perspective L. Il marcha très longtemps, presque une demi-heure, le long de cette interminable avenue, faisant plus d'un faux pas sur la chaussée pavée de bois. Chemin faisant, il observait le côté droit de l'avenue en y cherchant quelque chose. Il n'y avait pas longtemps, il était passé par là et avait remarqué, quelque part, à l'extrémité de l'avenue, un hôtel bâti en bois, mais assez spacieux, qui s'appelait, si ses souvenirs étaient bons, Adrianople, ou d'un nom de ce genre. Il ne s'était pas trompé. Cet hôtel, situé dans un endroit aussi retiré, était néanmoins assez visible pour qu'il ne soit pas possible de ne pas le découvrir, même en pleine nuit. C'était un long bâtiment noirci dans lequel, malgré l'heure tardive, on voyait encore des lumières et quelques mouvements. Il entra et demanda une chambre à un loqueteux qu'il rencontra dans le couloir. Celui-ci examina Svidrigaïlov d'un coup d'œil,
se retourna et le conduisit immédiatement dans une chambre séparée, mal aérée, étroite, située tout au bout du corridor, dans un coin, sous l'escalier. Il n'y avait plus autre chose. Toutes les chambres étaient occupées. Le loqueteux le regardait interrogativement. « Y a-t-il du thé ?» demanda Svidrigaïlov. « Oui, on peut vous en apporter. Qu'avez-vous encore ? Du veau, de la vodka, des hors-d'œuvre. Apporte du veau et du thé. Ne désirez-vous pas autre chose ? Demanda le loqueteux quelque peu perplexe. Non, rien. L'homme s'étonna tout à fait déçu. Ce doit être un bel endroit, pensa Svidrigaïlov. Comment ne le connaissais-je pas ? J'ai sans doute l'air d'un octambule revenant de quelque café chantant, mais qui a déjà eu une aventure en route. Je serais pourtant curieux de savoir quelle est la clientèle de cet hôtel. Il alluma la bougie et examina la chambre de plus près. C'était une cage à ce point minuscule qu'elle semblait trop petite pour sa taille. Il n'y avait qu'une fenêtre. Le lit très sale, une table peinte et une chaise occupaient presque tout l'espace. Les murs, qui paraissaient être faits de planches, étaient recouverts de papier, à ce point crasseux et usé que, quoiqu'on pût encore reconnaître sa couleur jaune, on ne pouvait plus en discerner le dessin. Une partie du mur et du plafond était coupée de biais, comme dans une mansarde, mais ici, la chose était due à un escalier qui passait par là. Svidrigaïlov posa la bougie, s'assit sur le lit et devint pensif. Cependant, un chuchotement étrange et continu qui, parfois, s'élevait jusqu'au cri, provenait du réduit voisin et attira finalement son attention. Ce chuchotement ne s'était pas interrompu un instant depuis qu'il était entré. Il prêta l'oreille. Quelqu'un grondait une autre personne, lui faisait des reproches, les larmes dans la voix, mais on ne distinguait qu'une seule voix. Svidrigaïlov se leva et abrita la bougie derrière sa main. Une fente brilla tout de suite dans la paroi de la cloison. Il s'approcha et se mit à regarder. Dans la chambre voisine, quelque peu plus grande que la sienne, il y avait 2 hommes. L'un d'eux, à la tête crépue, sans redingote, le visage rouge et enflammé, était debout dans une pose d'orateur, les jambes écartées pour ne pas perdre l'équilibre. Il se frappait la poitrine du poing, reprochait pathétiquement à l'autre d'être indigent, de ne pas avoir de grade dans l'administration, alors que lui, qui l'avait tiré de la boue, pouvait le chasser quand il lui plairait, et que seul le doigt du Très-Haut voyait tout cela. Celui à qui on faisait ces reproches était assis sur une chaise et avait l'air d'un homme qui a une forte envie d'éternuer et qui ne parvient pas à le faire. Il regardait de temps en temps l'orateur d'un regard de mouton, mais il était évident qu'il n'avait pas la moindre idée de ce dont il était question, et il était même douteux qu'il entendît quoi que ce fût. Sur la table se trouvait une bougie qui achevait de se consumer, un flacon de vodka presque vide, des verres, un morceau de pain, un plat de concombre et de la vaisselle avec des restants de thé. Ayant attentivement examiné ce tableau, Svidrigaïlov quitta la fente de la cloison avec indifférence et s'assit de nouveau sur le lit. Le loqueteux, qui était revenu avec le thé et un plat de veau, ne sut se retenir et demanda encore une fois s'il ne fallait vraiment plus rien. Et ayant reçu une réponse négative, se retira définitivement. Svidrigaïlov se précipita sur le thé dans l'espoir de se réchauffer et il en but un verre. Mais il ne put avaler un morceau de nourriture, l'appétit lui faisant totalement défaut. La fièvre l'envahissait. Il enleva son paletot, sa jaquette, s'enroula dans une couverture et se coucha sur le lit. Il était dépité. Il aurait mieux valu être en bonne santé cette fois-ci, pensa-t-il, et il eut un sourire. L'air de la chambre était suffocant, la bougie jetait une faible lueur, le vent soufflait bruyamment dehors. Une souris grattait dans un coin. D'ailleurs, la chambre sentait la souris et le cuir. Il était couché et il rêvait. Les pensées se succédaient dans sa tête. Il semblait avoir envie d'accrocher son imagination à quelque chose. Il y a sans doute un jardin sous la fenêtre, pensa-t-il. On entendait le bruit des arbres agités par le vent. Je n'aime pas ce bruit, par les nuits de tempête. Une désagréable sensation,
et il se rappela comment il avait passé, tout à l'heure, le long du parc Petrovski. Il y pensa même avec dégoût. Alors il se souvint du pont K et de la petite Neva, et il eut de nouveau froid comme lorsqu'il se trouvait debout près de l'eau. « Je n'ai jamais aimé l'eau, même en peinture, pensa-t-il, et il sourit de nouveau à une étrange pensée qui lui vint. Cela devrait m'être égal maintenant, toute cette esthétique, ce confort, et c'est précisément ce moment que j'ai choisi pour devenir exigeant, comme un animal qui choisit soigneusement sa place, en pareil cas. J'aurais dû tourner vers l'île Petrovski. Eh bien, non, l'endroit me semblait trop sombre et trop froid, hé hé. Pour peu, j'aurais demandé des sensations agréables. À propos, pourquoi n'éteindrais-je pas la bougie ? Il la souffla. Les voisins se sont couchés, pensa-t-il, ne voyant plus de lumière par la fente. Eh bien, Marfa Petrovna, voici une occasion de venir. Il fait sombre, l'endroit est propice, et l'instant original. Mais vous ferez exprès de ne pas venir. Il se souvint, Dieu sait pourquoi, avoir recommandé à Raskolnikov de placer Dunetchka sous la protection de Razumikine, 1 heure avant de mettre à exécution son dessein contre celle-ci. En vérité, je l'avais probablement dit plutôt pour m'agacer moi-même, comme l'avait d'ailleurs deviné Raskolnikov. Quel fripon, ce Raskolnikov. Il a pu cependant supporter pas mal de coups durs. Il pourra devenir un plus grand fripon encore, lorsqu'il deviendra moins bête. Mais maintenant, il a vraiment trop envie de vivre. À ce point de vue, ces gens-là sont des lâches. Et puis, qu'il aille au diable. Comme il veut, qu'est-ce que cela peut me faire ? Il ne s'endormait toujours pas. Peu à peu, l'image de Dunetchka se reconstitua devant lui, et, soudain, un frisson lui traversa le corps. Non, il me faut quitter ces choses-là, maintenant, pensa-t-il, en reprenant conscience. Il faut que je pense à quelque chose d'autre. C'est drôle et c'est ridicule. Je n'ai jamais eu de grande haine pour personne. Je n'ai même jamais particulièrement désiré me venger. Et cela, c'est mauvais signe. Mauvais signe. Je n'aimais même pas les discussions. C'est mauvais signe aussi. Et que ne lui avais-je pas promis tout à l'heure ? Ouais, diable. Mais il est bien possible qu'elle aurait réussi à faire de moi un autre homme. Il se tut et serra les dents. L'image de Dounia apparut de nouveau à son esprit, exactement comme elle était lorsque, venant de faire feu la première fois, elle avait baissé l'arme, terriblement effrayée et devenue mortellement pâle, et qu'elle le regardait, si bien qu'il aurait pu la saisir 2 fois sans qu'elle levât la main pour se défendre, s'il ne lui avait pas rappelé lui-même. Il se souvint d'avoir eu une sorte de pitié pour elle en ce moment, que son cœur s'était serré. « Eh, au diable, encore ces pensées, il me faut quitter tout cela. » Le sommeil l'envahissait déjà, les frissons fiévreux s'apaisaient. Soudain, il eut la sensation que quelque chose parcourait son bras, puis sa jambe. Il frissonna. « Ouais, pensa-t-il. Mais c'est une souris. C'est sans doute à cause du plat de veau que j'ai laissé sur la table. » Il lui répugnait terriblement de se découvrir, de se lever, d'avoir froid de nouveau. Mais quelque chose frôla sa jambe encore une fois. Il arracha la couverture et ralluma la bougie. Tout tremblant d'un froid fiévreux, il se pencha et examina le lit. Il n'y avait rien. Il secoua la couverture et, soudain, une souris sauta sur le drap. Il s'élança pour l'attraper, mais la souris ne quittait pas le lit, qu'elle parcourait en zigzag dans tous les sens. Elle glissait entre ses doigts, passait sous sa main et, soudain, elle se faufila sous l'oreiller. Il rejeta celui-ci, mais il sentit instantanément que la souris avait grimpé sous son aisselle, qu'elle lui parcourait tout le corps, qu'elle était déjà sur son dos, sous sa chemise. Il se mit à trembler nerveusement et se réveilla. La chambre était sombre. Il était couché dans le lit, roulé dans la couverture, comme tout à l'heure. Dehors, le vent hurlait. « C'est dégoûtant », pensa-t-il avec dépit. Il se leva et s'assit sur le bord du lit, le dos tourné à la fenêtre. « Il vaut mieux ne pas dormir du tout », décida-t-il. Un air froid et humide venait de la fenêtre. Il tira la couverture à lui et s'en enveloppa sans se lever.
Il n'alluma pas la bougie. Il ne pensait à rien et il n'avait nullement envie de penser. Mais les rêves succédaient aux rêves, des lambeaux d'idées défilaient dans son esprit sans commencement, ni fin, ni liaison. Il s'assoupissait. Était-ce le froid ou la nuit, l'humidité ou le vent hurlant dehors et secouant les arbres, qui provoquèrent en lui un désir fantastique? Mais il rêva surtout de fleurs. Un merveilleux paysage lui apparut. C'était un jour ensoleillé, tiède, presque chaud, un jour de fête, la Trinité. Un cottage de campagne dans le goût anglais, magnifique, luxueux, s'élevait au milieu d'un parterre de fleurs entouré de plates-bandes. Le perron était envahi par des plantes grimpantes et enlacées de rosiers. L'escalier, clair et frais, était couvert d'un somptueux tapis, orné de fleurs rares dans des vases de Chine. Il remarqua surtout, sur les fenêtres, dans des vases remplis d'eau, des bouquets de narcisses blancs penchés sur leurs longues et grosses tiges vert vif, et qui exhalaient un arôme pénétrant. Il n'avait pas envie de s'éloigner des narcisses, mais il monta quand même l'escalier et pénétra dans une vaste et haute salle, et là aussi, il y avait des fleurs partout, près des fenêtres, près de la porte ouverte, sur la terrasse elle-même. Le plancher était semé d'herbes fraîchement fauchées, répandant une odeur agréable. Les fenêtres étaient ouvertes, l'air frais, léger, pénétrant dans la pièce. Les oiseaux chantaient sous les fenêtres. Au milieu de la salle, sur une table couverte d'un drap mortuaire de satin blanc, se trouvait un cercueil. Ce cercueil était capitonné de gros de Naples et bordé d'une ruche de tulle. Des guirlandes de fleurs l'entouraient. Toute couverte de fleurs, une fillette reposait dans le cercueil, vêtue d'une robe de tulle blanc. Les bras qu'on aurait dit sculptés dans le marbre, croisés sur sa poitrine. Mais ses cheveux blonds clairs, tout épars, étaient mouillés. Une couronne de roses entourait sa tête. Son profil, sévère et déjà figé, semblait aussi être taillé dans le marbre, mais le sourire de ses lèvres pâles était plein d'un chagrin infini, n'ayant rien d'enfantin et exprimant une grande douleur. Svidrigaïlov connaissait cette fillette. Il n'y avait ni icône, ni cierge allumé, ni aucun bruit, ni prière auprès de ce cercueil. Cette fillette s'était suicidée, noyée. Elle n'avait que 14 ans, mais elle avait déjà le cœur brisé, et elle s'était tuée après un outrage qui avait étonné et épouvanté sa jeune conscience, qui avait couvert d'une honte imméritée son âme d'ange pur, qui avait arraché à sa gorge un dernier cri de désespoir, un cri qui ne fut pas entendu, mais brutalement étouffé dans la nuit noire, le froid, le dégel humide, tandis que le vent hurlait. Svidrigaïlov reprit connaissance, se leva et alla à la fenêtre. Il trouva le verrou en tâtonnant et ouvrit la croisée. Le vent s'engouffra sauvagement dans l'étroit réduit qui l'occupait et lui souffla un embrun glacé au visage et sur sa poitrine à peine couverte par sa chemise. Il y avait, en effet, quelque chose comme un jardin sous la fenêtre. Un parc d'attractions, lui sembla-t-il. Il était probable qu'ici aussi l'on chantait et l'on servait du thé sur des petites tables dans la journée. Maintenant, des gouttelettes d'eau tombaient des arbres. Il faisait noir comme dans une cave, si bien qu'il n'était possible de distinguer que de vagues taches sombres. Svidrigaïlov, penché et accoudé à la fenêtre, fixait depuis 5 minutes déjà les ténèbres, lorsqu'un coup de canon, puis un autre, retentirent dans la nuit. « Ah, le signal ! L'eau monte, pensa-t-il. Au matin, elle se précipitera vers les endroits bas, le long des rues, elle envahira les caves, les rats des caves surnageront, au milieu du vent et de la pluie. Les gens tout mouillés se mettront en jurant à transporter leur misérable harde vers les étages supérieurs. Mais quelle heure est-il ?
À peine venait-il de penser cela qu'une horloge sonna à 3 heures quelque part. « Tiens, mais l'aube va pointer dans 1 heure. Pourquoi attendre davantage ? Je vais sortir maintenant et j'irai droit à l'île Petrovski. Je choisirai là un gros arbrisseau tout dégoulinant de pluie, si bien qu'il suffirait de l'effleurer à peine de l'épaule pour qu'une multitude de gouttes vous arrose la tête. » Il s'éloigna de la fenêtre, alluma la bougie, remit avec peine son gilet, son paletot, prit son chapeau et sortit dans le couloir avec la bougie pour essayer de trouver le loqueteux qui dormait sans doute dans quelque réduit encombré d'objets hétéroclites et de bouts de chandelle, afin de lui régler l'addition et de sortir de l'hôtel. C'est le meilleur moment. Impossible de mieux choisir. Il erra longtemps dans le long et étroit couloir sans trouver personne, et il voulut même appeler, quand, soudain, dans un coin sombre, entre une armoire et une porte, il distingua une forme bizarre, quelque chose qui semblait vivant. Il se baissa en avançant la bougie et vit un enfant, une fillette de 5 ans à peine, dans un petit paletot trempé comme une loque. La petite tremblait et pleurait. Il semblait qu'elle ne fût pas effrayée par l'arrivée de Svidrigaïlov. Elle le regardait de ses grands yeux noirs écarquillés, avec un étonnement stupide. Elle laissait de temps en temps échapper un sanglot, comme les enfants qui ont longtemps pleuré, qui sont déjà consolés, mais qui font encore entendre parfois un bref sanglot. Le visage de la petite fille était pâle et exténué. Elle était engourdie par le froid. « Mais comment se fait-il qu'elle soit là ? Elle a dû se cacher ici. Elle n'a pas dormi de toute la nuit. » Il se mit à l'interroger. La petite fille sortit tout à coup de sa torpeur et se mit à lui raconter quelque chose dans un langage rapide d'enfant. Elle parla de « Mama », elle dit que « Mama donnera des coups ». Elle dit quelque chose au sujet d'une tasse qu'elle aurait cassée. La petite parlait sans s'arrêter. On pouvait deviner plus ou moins à travers son récit qu'elle était une enfant que sa mère n'aimait pas, que celle-ci, quelque cuisinière de l'hôtel, éternellement ivre, la battait sans cesse, que la petite avait cassé la tasse de sa mère et qu'elle en avait été tellement effrayée qu'elle s'était enfuie, qu'elle s'était cachée pendant longtemps, sans doute dans la cour, sous la pluie, et qu'enfin elle s'était glissée ici, blottie derrière l'armoire, qu'elle avait passé toute la nuit en pleurant, en tremblant de froid et de peur, et qu'elle serait fortement battue pour ce qu'elle avait fait. Ses petits souliers étaient si trempés qu'il semblait avoir passé toute la nuit dans une mare. Svidrigaïlov la porta dans sa chambre, la déshabilla, la coucha sur le lit et l'enroula tout entière dans la couverture. Elle s'endormit tout de suite. Après avoir fait cela, il devint à nouveau sombrement pensif. « Qu'avais-je à m'embarrasser de cette fillette ?» pensa-t-il tout à coup avec une sensation pénible et haineuse. « Quelle bêtise !» Plein de dépit, il prit la bougie pour aller immédiatement à la recherche du loqueteux et quitter l'hôtel au plus vite. « Et la fillette ?» pensa-t-il en la maudissant dans son âme, lorsqu'il ouvrit la porte. Il revint sur ses pas pour lui jeter un coup d'œil et voir si oui ou non elle dormait. Il souleva prudemment la couverture. La petite fille dormait à poing fermé. Elle s'était réchauffée sous la couverture et le sang avait déjà coloré ses joues pâles. Mais il était étrange que cette couleur faisait des taches plus vives et plus nettes que chez les enfants ordinaires. « C'est une rougeur fiévreuse, » pensa Svidrigaïlov. « On dirait qu'elle est due au vin. Comme si on lui avait fait boire tout un verre de vin. Ses lèvres vermeilles semblent brûler. Mais qu'est-ce ? Il lui semble soudain que ses longs cils noirs frissonnent, qu'ils se soulèvent et qu'elle laisse filtrer un regard aigu, rusé, qui n'est plus du tout un regard d'enfant, comme si la petite fille faisait seulement semblant de dormir. Oui, c'est ainsi en effet. Ses lèvres se disjoignent en un sourire. Les commissures des lèvres frissonnent comme si elles réprimaient un rire. Mais voici qu'elle ne se contient plus. C'est déjà du rire, un rire flagrant. Quelque chose d'insolent, de provoquant apparaît dans ce visage qui n'est plus enfantin du tout. C'est le visage du vice. C'est le visage effronté d'une fille de joie. Voici que ses yeux sont déjà franchement ouverts. Il le caresse d'un regard ardent et impudent,
Il l'appelle, il rit. Il y a quelque chose de hideux, d'offensant dans ce rire, dans ses yeux, dans le vice qui apparaît sur ce visage d'enfant. « Comment ? Elle n'a que 5 ans !» bégaya Svidrigaïlov, épouvanté. « Mais comment ? Comment est-ce possible ?» Mais voici qu'elle tourne déjà vers lui son visage ardent, qu'elle tend vers lui ses petits bras. Il se réveilla au même moment. Il est toujours dans le lit, toujours enroulé dans la couverture. La bougie ne brûle plus. Le plein jour éclaire la chambre. « J'ai eu le cauchemar toute la nuit, pensa-t-il. Il se souleva, haineux, se sentant courbaturé. Tous ses os lui faisaient mal. Dehors, il y avait un épais brouillard. Impossible de rien distinguer. Il était près de 5 heures, bien plus tard que l'heure à laquelle il avait pensé se réveiller. Il se leva et mit sa jaquette et son paletot encore humides. Sentant le revolver dans sa poche, il le sortit et mit en place la capsule. Ensuite, il s'assit, prit son calepin et inscrivit quelques lignes sur la page de garde. Ayant relu ce qu'il avait écrit, il devint pensif et s'accouda à la table. Le revolver et le carnet étaient restés sur celle-ci, près de son coude. Les mouches réveillées couraient sur la tranche de veau qu'il n'avait pas touchée et qui était restée dans un plat sur la table. Il les regarda longtemps et se mit enfin en devoir d'en attraper une de sa main droite restée libre. Il s'épuisa longtemps en vains efforts. Enfin, il se surprit à cette intéressante occupation, revint à lui, se leva et sortit avec décision de la chambre. 1 minute plus tard, il était dans la rue. Un épais brouillard recouvrait la ville. Svidrigaïlov se dirigea vers la petite Neva, en marchant sur la chaussée, pavée de bois, glissante et sale. Il imagina l'eau de la petite Neva, qui avait monté très haut pendant la nuit, l'île Petrovski, les sentiers mouillés, les arbres et les arbustes dégoulinant d'eau, et enfin ce même arbrisseau auquel il avait pensé tout à l'heure. Il se mit à examiner les maisons avec dépit pour penser à autre chose. Il n'y avait ni passants ni fiacres dans l'avenue. Les petites maisons de bois, jaune vif, leurs volets fermés, avaient un air chagrin et sale. Le froid et l'humidité le transperçaient et il se mit à grelotter. Il passait de temps à autre devant quelque enseigne d'épicier ou de légumier et il les lisait toutes attentivement. Voici que le pavé de bois finissait. Il arrivait déjà à la hauteur d'un grand immeuble de briques. Un petit chien sale et tout transi traversa la chaussée. Un homme ivre-mort, vêtu d'un manteau, était couché face contre terre sur le trottoir. Il lui jeta un coup d'œil et passa outre. Il aperçut une haute tour sur la gauche. « Bah, pensa-t-il, mais voici une excellente place. Pourquoi aller à l'île Petrovski ? Au moins, j'aurai un témoin officiel. » Il sourit à cette nouvelle idée et tourna dans la rue P. Il y avait là une grande maison avec un haut campanile. Près de la porte cochère fermée était debout un homme de petite taille qui s'y appuyait de l'épaule. Il était emmitouflé dans un manteau gris de soldat et coiffé d'un casque d'Achille en cuivre. Il jeta de biais un regard froid et ensommeillé à Svidrigaïlov. Son visage exprimait cette perpétuelle affliction hargneuse qui rend si amer le visage des Israélites. Tous deux, Svidrigaïlov et lui, s'examinèrent pendant quelque temps en silence. Il sembla enfin bizarre à l'Achille qu'un homme qui n'était pas ivre resta à 3 pas devant lui, à le regarder sans rien dire. « Que voulez-vous » prononça-t-il en restant toujours immobile. « Mais rien, mon vieux. Bonjour, » répondit Svidrigaïlov. « Allez plus loin. »« Moi, mon vieux, je pars vers des contrées étrangères. »« Étrangères ? En Amérique. »« En Amérique ?» Svidrigaïlov sortit le revolver et l'arma. L'Achille leva les sourcils. « Qu'est-ce que c'est que cela ? C'est pas l'endroit. »« Pourquoi ne serait-ce pas l'endroit ? » ?»« Parce que ce n'est pas l'endroit. »« Bah, mon vieux, c'est égal. L'endroit est bon. Si on te questionne, tu répondras que je suis parti pour l'Amérique. »
Il mit le canon du revolver contre sa tempe droite. « Vous ne pouvez pas ici, c'est pas l'endroit, » dit l'Achille. Il tressaillit et ses yeux se dilatèrent encore davantage. Svidrigaïlov appuya sur la gâchette. Chapitre 7. Le même jour, mais déjà vers le soir, passé 6 heures, Raskolnikov arrivait à l'appartement occupé par sa mère et sa sœur et qu'avait loué pour elle Razumikine dans l'immeuble Bakaleïev. L'entrée de l'escalier donnait sur la rue. Raskolnikov approchait en retenant toujours davantage le pas, comme s'il hésitait à entrer ou non. Mais il ne serait pour rien au monde retourné sur ses pas. Sa décision était prise. Du reste, c'est indifférent. Elles ne savent encore rien, pensa-t-il, et elles sont habituées à me prendre pour un original. Son costume était dans un état lamentable. Tous ses vêtements étaient sales, déchirés, froissés d'avoir passé toute une nuit sous la pluie. Son visage était tordu par la fatigue physique et la lutte qu'il s'était livrée à lui-même. Il avait passé cette nuit seul. Dieu sait tout. Mais du moins, il s'était décidé. Il frappa à la porte. Ce fut sa mère qui lui ouvrit. Dunetchka n'était pas là. Il se trouva que la servante même était absente. Pulcheria Alexandrovna resta d'abord muette d'étonnement et de bonheur, puis elle le saisit par le bras et l'attira dans la chambre. « Ah, te voilà enfin !» commença-t-elle d'une voix tremblante de joie. « Ne m'en veux pas, Rodia, que je te reçoive si sottement, avec des larmes aux yeux. Je ris, je ne pleure pas. Tu penses que je suis triste ? Non, je me réjouis, et ce n'est qu'une de mes mauvaises habitudes, ces larmes qui coulent. Depuis la mort de ton père, je pleure pour la moindre chose. Assieds-toi, mon chéri, tu es sans doute fatigué, comme je vois. Oh, comme tu t'es sali. J'ai été sous la pluie hier, maman, commença Raskolnikov. Mais non, interrompit Pulcheria Alexandrovna. Tu craignais que je me mette à t'interroger, suivant mon ancienne habitude de vieille femme. Ne crains rien, car je comprends tout maintenant. Je sais comment on agit ici, à Pétersbourg, et je vois bien qu'on y est plus intelligent que chez nous. Je me suis rendu compte, une fois pour toutes, que je ne suis pas capable de comprendre tes raisons et qu'il ne fallait pas te demander de compte. Tu as, peut-être, Dieu sait quelles affaires et quels plans en la tête, et je ne sais quelle idée peut engendrer ton cerveau, et c'est moi qui irai te tirer par la manche et te questionner sur ce que tu penses. Moi, Oh mon Dieu, j'ai tout à fait perdu la tête. Je lis déjà pour la 3e fois ton article paru dans la revue. C'est Dmitri Prokofitch qui me l'a apporté. J'ai poussé un cri quand je l'ai lu. Quelle sotte suis-je, ai-je pensé, voilà de quoi il s'occupe, voilà la solution de toute l'histoire. Les savants sont toujours comme ça. Il a sans doute maintenant de nouvelles idées en tête. Il s'occupe de les mettre au point. Et c'est moi qui vais le troubler et le tourmenter. J'ai lu ton article, mon ami, et évidemment, je n'y comprends pas grand-chose. D'ailleurs, ce doit être ainsi. Comment pourrais-je être capable de comprendre cela ? Montrez-le-moi, maman. Raskolnikov prit la petite revue et jeta un coup d'œil sur son article. Si contradictoire que ce fût avec sa situation et son état présent, il eut cette sensation bizarre, à la fois mordante et douce, que ressent un auteur qui se voit imprimé pour la première fois. De plus, son âge, 23 ans, l'influença aussi. Cela ne dura qu'un instant. Après avoir lu quelques lignes, il se rembrunit, et une affreuse angoisse étreignit son cœur. Toute la lutte soutenue dans son âme lui revint d'un coup à la mémoire. Il jeta son article sur la table avec dépit et dégoût. « Seulement, Rodia, si sotte que je sois, je pense que tu seras très bientôt l'un des premiers, si pas le tout premier personnage de notre monde savant. » Et ils osaient dire que tu étais devenu fou. Elle rit. Tu ne le sais pas. Il l'avait vraiment pensé. Oh, ces misérables vers de terre. Comment pourraient-ils comprendre ce qu'est l'intelligence ? Et Dunetchka elle-même avait été près de le croire. Qu'en penses-tu ? Ton défunt père a envoyé 2 fois des manuscrits aux journaux. D'abord des vers. J'ai conservé le cahier. Je te montrerai. Et puis, toute une nouvelle. Je suis parvenue à obtenir de lui de pouvoir la copier.
comme nous avons prié tous les deux pour qu'elle soit acceptée. Et elle ne fut pas acceptée. Il y a 6 ou 7 jours, j'étais affligée à l'aspect de tes vêtements, j'étais attristée de voir comment tu vivais et ce que tu mangeais. Et maintenant, je me rends bien compte que j'étais sotte, car si tu le voulais, tu pourrais te procurer tout ce que tu veux, grâce à ton intelligence et à ton talent. C'est que, pour le moment, tu ne le veux pas, et que tu t'occupes de choses plus importantes. Dounia n'est pas ici, maman? Non, Rodia, elle est souvent absente. Elle me laisse seule. Dmitri Prokofitch, merci à lui, vient parfois passer un moment avec moi et il me parle toujours de toi. Il t'aime, mon ami, et il te respecte. Quant à ta sœur, je ne dirais pas qu'elle manque vraiment d'égard pour moi. Je ne me plains pas du tout. Elle a son caractère, moi le mien. Elle a des secrets maintenant. Moi, je n'ai pas de secret pour vous. Évidemment, je suis fermement persuadée que Dounia est trop intelligente, et qu'en outre, elle nous aime, toi et moi. Mais je ne sais pas où tout cela va nous mener. Voilà, tu m'as rendue heureuse, Rodia, en venant me voir, tandis qu'elle est partie. Quand elle reviendra, je lui dirai. Ton frère est venu en ton absence, et toi, où as-tu pu bien passer le temps? Ne me gâte pas particulièrement, Rodia. Viens si tu le peux. Si tu ne le veux pas, j'attendrai, car je saurai quand même que tu m'aimes, et cela me suffira. Je vais lire tes écrits, je vais entendre parler de toi, et, de temps en temps, il arrivera que tu viennes toi-même me voir pour un moment. Quoi de mieux? Car voilà, tu es bienvenue pour consoler ta mère, et je vois... Ici, Pulcheria Alexandrovna se mit soudain à pleurer. Encore, ne me regarde pas, sotte que je suis. Oh mon Dieu, pourquoi est-ce que je reste ainsi à ne rien faire? S'écria-t-elle en se levant précipitamment. J'ai du café et je ne pense même pas à t'en offrir. Voilà ce qu'est l'égoïsme d'une vieille femme. Tout de suite, tout de suite. Maman, laissez cela. Je m'en vais immédiatement. Je ne suis pas venue pour cela. Écoutez-moi, je vous prie. Pulcheria Alexandrovna s'approcha timidement de lui. « Maman, quoi qu'il arrive, quoi que vous entendiez dire à mon sujet, m'aimerez-vous toujours comme maintenant ?» demanda-t-il soudain du fond de son cœur, comme s'il ne pensait pas aux mots qu'il disait, comme s'il ne les pesait pas. « Rodia, Rodia, qu'as-tu? Comment peux-tu me poser une question pareille? Mais qui oserait me dire quelque chose de mal à ton sujet? Mais je ne le croirais pas. Qui que ce soit, je le chasserai simplement. Je suis venu pour vous assurer que je vous ai toujours aimé, et maintenant, je suis heureux de ce que nous soyons seuls. Je suis même heureux de ce que Dunetchka ne soit pas là, continua-t-il avec le même élan. Je suis venu vous dire franchement que, quoique malheureuse, vous devez toujours vous dire que votre fils vous aime plus que lui-même, et que tout ce que vous avez pensé de moi, que je suis cruelle et que je ne vous aime pas, n'est pas vrai. Je vous aimerai toujours, et c'est assez. Il me semblait qu'il fallait faire cela et qu'il fallait commencer par là. Pulcheria Alexandrovna l'embrassait silencieusement, le serrait contre sa poitrine et pleurait doucement. « Je ne sais pas ce que tu as, Rodia, dit-elle enfin. Je pensais tout ce temps que nous t'ennuyions simplement, mais maintenant, je vois tout ce qui se passe qu'un grand malheur t'attend et que c'est cela qui t'angoisse. Je pressens cela depuis longtemps, Rodia. Pardonne-moi d'en avoir parlé. J'y pense sans cesse et n'endors pas la nuit. Cette nuit, ta sœur a déliré sans arrêt et elle a parlé tout le temps de toi. J'ai entendu quelque chose, mais je n'ai rien compris. J'ai erré toute la matinée dans la chambre comme une condamnée à mort. J'attendais, je pressentais quelque chose, et voilà que cela arrive. Rodia, Rodia, que vas-tu faire? Tu t'en vas, peut-être? Oui. Je l'ai bien pensé, mais je puis aller avec toi, si je peux être utile. Et Dounia aussi, elle t'aime beaucoup. Et que Sofia Semyonovna vienne aussi avec nous, s'il le faut. Tu vois, je la prendrai volontiers avec moi, comme ma fille. Et Dmitri Prokofitch nous aidera à tout apprêter pour notre départ. Mais où pars-tu donc?
Adieu, maman. Comment? Aujourd'hui même? S'écria-t-elle, comme si elle le perdait pour l'éternité. Je ne peux pas. Il est temps. Je dois absolument. Et ne puis-je aller avec toi? Non. Mettez-vous à genoux et priez Dieu pour moi. Peut-être votre prière sera-t-elle entendue. Laisse-moi te bénir. Comme cela, comme cela. Oh mon Dieu, que faisons-nous là? Oui, il était content, très content qu'il n'y eût là personne d'autre, qu'il fût seul avec sa mère. Depuis le début de ces terribles événements, c'était la première fois qu'il sentait son cœur s'attendrir. Il tomba à genoux devant elle, il lui embrassa les pieds, et tous deux pleurèrent enlacés. Elle ne s'étonna pas cette fois-ci et ne l'interrogea pas. Elle avait compris déjà depuis longtemps que quelque chose de terrible se passait et qu'une effrayante minute était proche pour son fils. « Rhodia, mon petit, mon premier-né, disait-elle en sanglotant, tu es maintenant comme quand tu étais petit et que tu venais m'embrasser. Quand ton père vivait encore et que nous avions du chagrin, tu nous consolais par ta seule présence. Et quand il est mort, combien de fois ne sommes-nous pas restés, comme maintenant, serrés l'un contre l'autre, à pleurer sur sa tombe? Et si je pleure depuis si longtemps, c'est que mon cœur de mère a pressenti le malheur. Dès que je t'ai vu l'autre soir, tu te rappelles, à notre arrivée à Pétersbourg, j'ai tout deviné à ton seul regard et mon cœur a frissonné. Et aujourd'hui, lorsque j'ai ouvert la porte et que je t'ai vu, eh bien, pensai-je, l'heure fatale est arrivée. Rhodia, Rhodia, tu ne pars pas tout de suite, dis. Non. Tu viendras encore? Oui, je viendrai encore. Rhodia, ne te fâche pas, je n'ose pas te questionner. Je sais que je ne le peux pas, mais dis-moi 2 mots seulement. C'est un long voyage? Très long. Et qu'est-ce qui t'attend là-bas? Un emploi? Une carrière? Ce que Dieu m'enverra. Priez seulement pour moi. Raskolnikov marcha vers la porte, mais elle s'agrippa à lui et le regarda droit dans les yeux d'un regard désespéré. Son visage était contracté par l'épouvante. « Allons, maman, » dit Raskolnikov, regrettant amèrement d'être venu. « Pour toujours ? Ce n'est pas encore pour toujours. Tu viendras, n'est-ce pas? Tu viendras encore demain. Oui, oui, je viendrai. Adieu. » Il s'échappa enfin. La soirée était tiède, aérée et claire. Au matin, déjà, le temps s'était remis. Raskolnikov se rendait chez lui. Il se hâtait. Il voulait en finir avec tout avant le coucher du soleil. Il n'avait pas envie de rencontrer qui que ce soit jusqu'alors. En montant chez lui, il remarqua que Nastasia, abandonnant le samovar, le suivit attentivement des yeux. « Y aurait-il quelqu'un chez moi ?» se demanda-t-il. Il pensa avec dégoût à Porphyrie. Mais, arrivé à sa porte et l'ayant ouverte, il vit Donnetchka. Elle était assise, toute seule, perdue dans une profonde méditation, et il semblait qu'elle attendait depuis longtemps. Il s'arrêta sur le seuil. Elle se leva, effrayée, et se dressa devant lui. Son regard, fixé sur lui, exprimait l'épouvante et un chagrin infini. Et ce seul regard suffit à lui faire comprendre qu'elle savait déjà tout. « Eh bien, dois-je entrer, ou bien dois-je m'en aller ?» demanda-t-il avec méfiance. « Je suis restée toute la journée chez Sofia Semyonovna. Nous t'attendions. Nous pensions que tu ne pouvais manquer de passer chez elle. » Raskolnikov entra dans la chambre et s'assit, épuisé, sur une chaise. « Je suis faible, Dounia. Je suis trop fatigué. Pourtant, j'aurais voulu être, en ce moment, en pleine possession de mes moyens. » Il lui jeta un coup d'œil défiant. « Où as-tu donc été toute la nuit ?»« Je ne me souviens pas bien. Tu vois, Dounia, j'ai voulu me décider définitivement, et j'ai rôdé en passant bien des fois près de la Neva. Cela, je me le rappelle. J'ai voulu en finir ainsi, mais je ne suis pas parvenu à me décider, chuchota-t-il en jetant un nouveau coup d'œil défiant à Dounia. « Dieu merci,
C'est précisément ce que nous craignons, Sofia Semyonovna et moi. Par conséquent, tu crois encore à la vie, que Dieu en soit remercié. » Raskolnikov eut un sourire plein d'amertume. « Je n'y croyais pas, pourtant. Je viens de pleurer avec notre mère dans mes bras. Je ne crois pas, et pourtant, je lui ai demandé de prier pour moi. C'est Dieu qui sait comment tout cela se passe, Dunetchka. Moi, je n'y comprends rien. »« Tu es allé chez notre mère ? Tu lui as dit ?» s'écria Dounia épouvantée. « Est-il possible que tu te sois décidé à lui dire cela ?»« Non, je ne le lui ai pas dit, explicitement. Mais elle a compris bien des choses. Elle t'avait entendu délirer cette nuit. Je suis sûre qu'elle comprend déjà à moitié. J'ai peut-être mal fait d'y aller. Je ne sais même pas pourquoi j'y suis allée. Je suis un homme bas, Dounia. »« Tu es un homme bas, mais tu es prêt à marcher à l'expiation, car tu y vas. »« Oui, tout de suite. Oui, c'est pour éviter cette honte que j'ai voulu me noyer, Dounia. Mais j'ai pensé, au dernier moment, que je m'étais considéré comme fort jusqu'ici, et qu'il ne fallait pas avoir peur de la honte. C'est de l'orgueil, Dounia. »« Oui, Rodia. » Il sembla qu'une flamme brilla dans ses yeux éteints. Il lui était très agréable de se savoir encore de l'orgueil. « Tu ne penses pas, Dounia, que j'ai simplement eu peur de l'eau ?» demanda-t-il en la dévisageant avec un affreux sourire. « Oh, Rodia, je t'en prie !» s'écria Dounia amèrement. Le silence persista pendant près de 2 minutes. Il restait assis, la tête baissée, à regarder le sol. Dunetchka était debout, à l'autre extrémité de la salle. Elle le regardait avec douleur. Soudain, il se leva. « Il se fait tard. Il est temps. Je vais maintenant aller me dénoncer. Mais j'ignore pourquoi je vais faire cela. » De grosses larmes coulaient sur les joues de Dounia. « Tu pleures, Dounia ? Mais peux-tu me tendre la main ? » ?»« En doutes-tu ?» Elle l'étreignit. « En allant vers l'expiation, n'effaces-tu pas ton crime à moitié ?» s'écria-t-elle en le serrant contre elle et en l'embrassant. « Un crime ? Quel crime ?» s'écria-t-il en proie à une fureur soudaine. « Est-ce un crime que de tuer un pou infâme et nuisible, une vieille usurière dont personne n'avait besoin, pour le meurtre de laquelle 40 péchés seront pardonnés au meurtrier, une affreuse vieille qui suçait le sang des pauvres ? Je n'y pense même pas, et je n'ai pas à effacer ce crime. Et qu'ont-ils tous à me jeter ça à la tête ? Un crime, un crime ! Ce n'est que maintenant que je vois toute l'absurdité de ma faiblesse d'âme, maintenant que je me suis décidé à accepter cette honte inutile. Simplement, c'est ma bassesse et mon incapacité qui m'ont poussé à me décider, ou peut-être encore pour l'avantage que j'en aurais, comme le disait ce Porphyrie. »« Frère, frère, que dis-tu là ? Mais tu as versé le sang !» s'écria Dounia désespérée. « Tout le monde le verse, le sang !» reprit-il hors de lui. « Le sang coule, et a toujours coulé comme une cascade. Ceux qui le font couler comme du champagne sont couronnés au Capitole et sont nommés bienfaiteurs de l'humanité. Mais ouvre donc tes yeux et regarde plus attentivement. Moi-même, j'ai voulu du bien aux hommes et j'aurais fait des centaines, des milliers de bonnes actions en échange de cette unique bêtise, pas même de cette maladresse. Car l'idée n'était pas si bête qu'elle apparaît maintenant à la lumière de l'échec. À la lumière de l'échec, tout paraît bête. Au moyen de cette bêtise, j'ai voulu me placer dans une situation indépendante, faire les premiers pas, avoir des moyens. Et ensuite, tout aurait été effacé par l'incommensurable utilité du résultat. Mais je n'ai pas été capable de faire ces premiers pas, parce que je suis un lâche. Voilà la difficulté. Mais quand même, je n'adopterai pas vos vues. Si j'avais réussi, j'aurais été couronné de feuilles de laurier, tandis que maintenant, on me tend des pièges. Mais ce n'est pas cela du tout. Frère, que dis-tu là ? Ah, la forme n'est pas bonne, la forme n'est pas acceptable du point de vue esthétique. Eh bien, décidément, je ne comprends pas pourquoi envoyer des bombes sur les gens,
au cours d'un siège en règle, répond à des exigences de forme plus honorables. La crainte de l'esthétique est le premier signe de l'impuissance. Jamais, jamais je n'en ai eu aussi clairement conscience que maintenant, et moins que jamais je ne comprends pourquoi mon acte est un crime. Je n'ai jamais, jamais été plus fort et plus convaincu qu'à présent. Le sang était monté à son visage pâle et épuisé. Mais en prononçant la dernière phrase, il rencontra par hasard le regard de Dounia, et il lut tant de souffrance dans ce regard qu'il revint à lui. Il sentit que, malgré tout, il avait rendu malheureuses ces deux pauvres femmes. Il était quand même la cause. « Dounia, chérie, si je suis coupable, pardonne-moi. Quoi qu'on ne puisse me pardonner si je suis vraiment coupable. Adieu, ne discutons pas. Il est temps, grand temps. Ne me suis pas, je t'en supplie. Je dois encore passer. Va plutôt tout de suite chez notre mère et assieds-toi auprès d'elle. Je t'en supplie, c'est la dernière prière que je te fais et la plus grande. Ne la laisse pas un instant. Je l'ai abandonnée dans une anxiété telle que je doute qu'elle y survive. Elle en mourra ou elle en deviendra folle. Reste donc avec elle. Razumikin sera également près de vous. Je lui ai parlé. Ne me pleure pas, j'essayerai d'être vaillant et honnête toute ma vie, quoique je sois un assassin. Peut-être entendras-tu prononcer mon nom un jour. Vous n'aurez pas à avoir honte de moi, tu verras. Je prouverai encore que... Maintenant, au revoir. En attendant, se hâta-t-il de conclure, ayant remarqué de nouveau qu'une étrange expression était apparue dans les yeux de Dounia pendant qu'il prononçait ces derniers mots et ces dernières promesses. « Eh bien, pourquoi pleures-tu ainsi ? Ne pleure pas, ne pleure pas. Nous ne nous séparons pas pour toujours. Ah oui, attends, j'ai oublié. » Il revint près de la table, prit un gros volume couvert de poussière, l'ouvrit et en sortit un portrait qui se trouvait entre les feuilles. C'était un petit portrait à l'aquarelle peint sur ivoire. Il représentait la fille de la logeuse, son ancienne fiancée, morte d'un accès de fièvre chaude, cette jeune fille bizarre qui avait voulu entrer en religion. Il regarda attentivement pendant quelques instants le petit visage expressif et maladif. Il embrassa l'image et la tendit à Dunetchka. Avec celle-là, je pouvais parler, même de cela, avec elle seule, prononça-t-il d'un air méditatif. J'ai confié à son cœur beaucoup de mon projet qui s'est accompli après, avec tant de laideur. Ne crains rien, dit-il à Dounia, elle n'était pas d'accord avec moi. Je suis content qu'elle ne soit plus. Ce qui est le plus grave, c'est que tout va prendre maintenant une autre voie, tout va se briser, s'écria-t-il soudain, revenant à son angoisse. Tout, et y suis-je préparé? Est-ce que je le désire? On me dit qu'il faut passer cette épreuve. À quoi bon, ces épreuves insensées? À quoi bon? Vais-je mieux en concevoir la nécessité lorsque je serai écrasé par les souffrances? L'idiotie, lorsque je serai frappé d'impuissance sénile après 20 ans de bagne? Et à quoi me servira-t-il de vivre à ce moment? Pourquoi est-ce que je consens à présent à vivre ainsi? Oh, je savais que j'étais un lâche, lorsque j'étais près de la Neva ce matin à l'aube. Ils sortirent enfin tous deux. Dounia ressentait une peine infinie, mais elle l'aimait. Elle s'éloigna, mais après une 50aine de pas, elle se retourna pour lui jeter un dernier coup d'œil. Elle pouvait toujours le voir. Arrivé au coin, il se retourna aussi. Leurs yeux se rencontrèrent pour la dernière fois. Mais ayant remarqué qu'elle le regardait, il fit un geste agacé de la main pour lui faire signe de s'en aller. Lui-même tourna brusquement le coin. « Je suis méchant. Je le vois bien, » pensa-t-il, ayant honte de son geste agacé, 1 minute après l'avoir fait. « Mais pourquoi m'aime-t-elle tant, si je n'en vaux pas la peine? Oh, si j'étais seul, si personne ne m'aimait et si je n'aimais personne. Tout cela ne serait pas arrivé. Je serais curieux de savoir s'il est vraiment possible que mon âme soit domptée à ce point, au bout de ces 15 ou 20 ans à venir, que je me mettrais à pleurnicher devant les gens et à me traiter à tout propos de brigand. Oui, précisément. C'est pour cela qu'ils me bannissent à présent. C'est cela qu'ils voulaient obtenir.
Les voici qui courent dans la rue dans tous les sens, et chacun d'eux est déjà un brigand ou un coquin par nature. Puis que cela, chacun d'eux est un idiot. Mais qu'on essaie seulement de me faire éviter le bagne, et tous, tant qu'ils sont, deviendront enragés, à force de noble indignation. Oh, combien je les hais !» Il devint profondément pensif. Par quel processus pourrais-je arriver finalement à m'humilier devant eux tous, à m'humilier en conscience ? Eh bien, pourquoi pas ? Cela doit être ainsi, de toute évidence. 20 ans de contraintes continuelles ne vont-ils pas m'écraser définitivement ? L'eau ronge bien la pierre. Et à quoi bon vivre après cela ? Pourquoi vais-je maintenant me dénoncer lorsque je sais bien que tout se passera exactement comme il était écrit et pas autrement ? Il s'était posé déjà 100 fois cette question depuis hier soir, mais il marchait quand même.